Alors c'est vrai que le mot Smart City était un peu comme le mot 5G présent sur un stand sur deux à Barcelone. Et nous, ce qu'on souhaitait aussi ce matin, c'est quelque part humaniser, incarner un peu cette ville qui est en train de se construire. Et on trouvait qu'inviter deux acteurs assez complémentaires pour monter et échanger sur plutôt que cette ville, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup Smart City, et en échangeant avec un certain nombre d'acteurs, on se rend compte que c'est un concept qui est beaucoup trop large. Et donc certains vont par exemple sur le concept de Smart Street, cette idée de connecter déjà les quartiers. Donc si vous pouvez prendre les micros, désolé. Ouais, il y en a un. Et ouais, Mathieu, tu peux donner le deuxième. Voilà. Donc Edouard, tu peux peut-être présenter rapidement Épicerie pour démarrer. Cette idée de justement connecter les quartiers et amener du service entre magasins et boutiques et puis passionnés de bonne nourriture. Exactement, puisque Épicerie, c'est un service qui permet de commander les produits alimentaires de son quotidien chez les commerçants de son quartier, des bouchers, des poissonniers, des primeurs, des pâtissiers, et de se les faire livrer quand on le souhaite chez soi, avec des prix qui sont similaires à celles de la boutique et 2,90 € de frais de livraison. Donc c'est un service qu'on a lancé il y a 1 an et qui répond à une attente des consommateurs qui est très simple. C'est les gens veulent mieux manger, et donc manger notamment des produits cuisinés à la maison, mais ils veulent aussi des commodités. Et aujourd'hui, la livraison est une commodité. Les gens ne veulent plus attendre, subir les embouteillages, etc. Et donc on arrive, nous, avec une solution que n'apportent pas aujourd'hui les commerçants, qui était développée historiquement par la grande distribution, puisque le drive et d'autres innovations de ce type-là apportaient du service, mais il n'y avait pas les produits de vos commerçants, les produits de qualité. Et donc on recrée finalement du service chez des petits commerçants. Ça leur permet de rentrer de plein pied dans l'univers du digital, en mutualisant des coûts et sans prendre de risques sur des métiers qui maîtrisent mal, et donc de maintenir finalement l'activité commerciale du quotidien dans votre quartier. On a une petite idée aussi un peu d'ambiance. Ça fait combien de temps que vous avez lancé Épicerie ? Alors on a lancé Épicerie il y a juste un peu plus d'1 an à Paris, avec 200 commerçants à l'époque. Aujourd'hui, il y a 350 commerçants sur Paris et la petite couronne, du boucher de quartier jusqu'au boucher star, des épiceries générales comme le Printemps du Goût ou la Maison Clisson, et puis de quoi faire surtout les courses du quotidien. Donc on peut acheter son poulet, son brocoli et ramener finalement à la maison les produits qui vous permettent de cuisiner un repas pour votre famille. La vision mobile était évidente dès le départ. Alors je dirais qu'évidemment le mobile s'est imposé tout de suite comme le device principal pour passer les commandes. Et donc nous on travaille avec une application native sur iPhone et Android, mais également sur une version web app qui permet de passer commande quand on rentre du bureau, quand on fait une pause à la machine à café. Très bien, merci beaucoup. Karim, tu représentes du coup Nextdoor, qui vient d'arriver en France. Est-ce que tu peux un peu nous présenter l'application et les services ? Tout à fait. Donc Nextdoor, c'est l'app privée du quartier qui permet donc de dynamiser la vie locale du quartier en facilitant les échanges entre voisins. Donc c'est une sorte de boîte à outils qui se traduit en fait la plupart du temps par une vraie rencontre dans la vraie vie. Donc au même titre que si vous rencontrez un voisin en bas de la rue, chez le boulanger, etc., on va demander, en fait c'est privé, on va demander à chaque utilisateur de renseigner sa véritable identité et également confirmer son adresse. Parce que c'est très important, on veut s'assurer que toutes les personnes qui sont dans le quartier habitent réellement dans le quartier. On a également un point très important, c'est que c'est ultra localisé, c'est-à-dire que les limites du quartier sont vraiment très restreintes, et ce qui permet vraiment de s'assurer que chaque quartier a sa propre identité, sa propre culture, sa propre histoire, son patrimoine. Donc c'est important en fait de garder ces spécificités en fait d'un quartier à un autre. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de le tester dans mon quartier Dauphine à Paris, et en fait quand je pousse un message, il peut être visible que pour les pâtés de maison qui sont autour, ou 1 ou 2 quartiers alentours, mais c'est pas comme sur Facebook où j'envoie à toute la planète, quoi. Exactement, c'est tout le principe de l'ultra localisé, c'est-à-dire que chaque fois que vous postez un message, peu importe la catégorie, vous avez la possibilité de choisir et de faire en sorte que ça soit visible uniquement dans le quartier dans lequel vous habitez, ou également dans les voisinages proches. C'est vraiment très important.
Et puis il y a quelques cas américains intéressants, parce que c'est vrai que vous êtes une boîte américaine, vous existez depuis 6 ans à peu près. Alors ça fait 6 ans et demi Ouais. que la société a été fondée donc, aux États-Unis à San Francisco. Il y a quelques faits d'armes importants quand même qu'il faut partager. On a retrouvé le chien de Julia Roberts sur Nextdoor, entre voisins. Alors, il y a pas mal de cas américains, mais je serais très content de parler de cas français, puisqu'il y a pas mal de cas français depuis un mois déjà. Donc, en l'occurrence, par exemple, moi, dans mon quartier à Levallois, puisque je ne peux pas parler au nom des autres quartiers, n'ayant pas visibilité sur ce qui s'y passe, grosso modo, donc un chien a été perdu, et on était 19 voisins, en fait, à se relayer des informations pour être sûr que les maîtres retrouvent leur chien. Et ce fait qu'on a eu la chance, ça a marché. Donc ça, évidemment, ça a un petit peu plus soudé les personnes qui ont un animal de compagnie et qui se sont échangées des informations, et ça montrait que tout le monde était impliqué. D'autres cas de figure, c'est évidemment si vous cherchez un bricoleur, si vous cherchez une babysitter. Tout ce qui est jobber, quoi. Alors, jobber, babysitter. Exactement. Il y a également la possibilité, ce que j'ai beaucoup apprécié, donc encore une fois dans mon quartier, quelqu'un venait d'emménager et ne connaissait personne, et en fait a voulu créer un groupe de running pour rencontrer des nouvelles personnes, des copains, des copines, parce que c'est toujours plus motivant d'être à plusieurs. Et donc voilà, créer un groupe pour demander est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées de le rejoindre le soir, en semaine ou le week-end. Et il y a eu plus de 9 personnes qui ont répondu à l'appel, donc c'est vraiment super, c'est exactement ça. Voilà. Et donc il y a pas mal de cas de ce type, mais évidemment vous pouvez vendre des produits, vous pouvez donner des vêtements que vous ne portez plus, vous pouvez également, en fait, la mission ultime qu'on se donne, c'est justement de lutter aussi contre l'isolement social. Donc je peux donner un exemple concret qui est plus à l'échelle de chacun, je pense, à la portée de tous. C'est vous avez un parent âgé qui habite dans le même quartier que vous êtes en voyage d'affaires, c'est peut-être une période de canicule ou de grand froid comme on a eu malheureusement récemment. Vous demandez à un voisin qui habite à côté de venir prendre 5 minutes juste pour s'assurer que votre parent va bien ou qu'il n'a pas besoin d'eau, etc. Donc c'est vraiment très important de garder ce rapport de proximité. Très bien. On revient à toi tout à l'heure, Édouard. Là, on voit, il y a vraiment au niveau justement cette vie de quartier, donc beaucoup de choses qui se passent. On cherche vraiment à humaniser cette ville connectée. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des gros distributeurs alimentaires qui réfléchissent du coup à aller dans ce sens. Alors je vous propose, avant d'aller un peu plus loin sur ce point, de revoir un peu une des phrases prononcées par Monsieur Schulz, le président de Monoprix, lors du Hub Day Retail qu'on a organisé il y a un mois. Si on peut diffuser la vidéo. Super. C'est pour ôter ces points de friction que vous avez très bien décrits. Qu'est-ce que vous avez proposé là très concrètement depuis votre arrivée? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que vous avez laissé tomber peut-être aussi? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que vous avez laissé tomber? Alors, ce qu'on a proposé, la première chose, c'est la livraison en 1 heure à pied. Donc on a aujourd'hui, on réalise 3 millions de livraisons à domicile. On est ce distributeur alimentaire qui livre le plus de par le fait qu'on soit urbain. Donc c'est lié à la typologie de clients et de magasins qu'on a. Et donc on est passé d'une livraison qui se faisait en 3 heures en véhicule à une livraison à pied. 50% de nos livraisons aujourd'hui dans Paris sont faites à pied en 1 heure. Donc aujourd'hui, on a donné une facilité pour nos clients beaucoup plus importante. Voilà. Donc c'est prémonitoire, parce que entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Vas-y. En fait, on a passé un partenariat avec le groupe Monoprix, donc les enseignes à la fois Monoprix et Naturalia, pour travailler ensemble à la fois sur l'offre et sur la logistique. Donc cet accord, il est extrêmement simple. Dans une rue commerçante autour de chez vous, il y a un Monoprix et un écosystème de commerçants autour de ce Monoprix qui vivent ensemble. S'il n'y avait pas le Monoprix, il n'y aurait pas le trafic qui permet aux petits commerçants de se développer. S'il n'y avait pas les petits commerçants, le Monoprix, je dirais, serait un peu seul. Donc on a recréé en fait une rue digitale avec Monoprix. Et aujourd'hui, on travaille sur l'intégration à la fois des magasins Monoprix et Naturalia, chez qui on va pouvoir aller acheter les produits du quotidien, les pâtes, le riz, etc., qui viennent compléter l'offre des commerçants. Et puis on travaille ensemble sur la logistique qui va permettre effectivement demain à Épicerie de se développer
un peu partout en France. Aujourd'hui, on était à Paris, on était à Lyon, on va ouvrir Bordeaux très prochainement, mais il y a 400 villes où Monoprix fait de la livraison. Effectivement, il y a 3 millions de livraisons effectuées chaque année par Monoprix. On va permettre finalement aux commerçants de bénéficier de cet outil logistique extraordinaire de Monoprix pour que quand on commande sur monoprix.fr, on puisse également commander chez son boucher, chez son fromager et avoir une livraison unifiée d'un panier qui comporte tous les produits nécessaires pour déjeuner ou dîner à la maison. Très bien, merci beaucoup. En termes de business model, du coup, pour Nextdoor, comment ça évolue aux États-Unis et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme modèle pour vous en France ? Alors tout à fait. En fait, c'est vrai que donc, la société existe depuis 6 ans et demi aux États-Unis et ça ne fait que depuis 1 an qu'elle a commencé à tester différents business models. En Europe, puisqu'on est, on est présent en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, donc en France récemment, on n'a aucun business model en place puisque la priorité, c'est vraiment d'insister sur justement créer des communautés qualitatives. Donc on est vraiment focalisé là-dessus. Dans un deuxième temps, bien plus tard, on commencera à implémenter ce qui commence déjà à marcher aux États-Unis, à savoir des modèles qui vont vraiment encourager la relation de proximité entre des commerces, des petits commerces, et les habitants d'un quartier. Parce que tout le monde sait que c'est difficile, en fait, par exemple pour un fleuriste, un boucher ou un petit libraire face à Amazon, de se faire valoir, d'avoir les mêmes budgets pour justement être visible. Donc nous, on va mettre en relation ces personnes qui ont ces commerces avec les habitants du quartier. C'est vraiment là-dessus où on va essayer de jouer. Donc ça va toujours, l'ambition c'est toujours de dynamiser la vie locale dans le quartier. Super, on va profiter des 2 minutes qui nous restent pour répondre un peu aux questions qui sont posées par l'audience. Donc, alors combien d'utilisateurs avez-vous en France comparé à vos concurrents ? Donc, alors, là, vous vous lancez, ouais. donc c'est un peu difficile. Alors nous, effectivement, on est lancé depuis 1 mois. Nous, on peut pas. Alors, je peux pas vraiment parler des autres plateformes. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que nous, d'une manière générale, on ne raisonne pas en termes d'utilisateurs. Donc, on prend à contre-pied en fait tous les acteurs de l'industrie, y compris dans les réseaux sociaux. En fait, on raisonne en termes de nombre de quartiers. Donc, par exemple, au niveau mondial, on est présent sur plus de 185 000 quartiers dans le monde. Pour vous donner quelques exemples, par exemple aux États-Unis, à San Francisco, on est aux alentours de 98% des quartiers qui utilisent Nextdoor. Ça représente grosso modo 1 personne sur 2. En France, si je prends quelques exemples, donc en 1 mois, on est déjà présent dans une 50aine de villes. On a plus de 3500 quartiers qui ont été lancés. Et vous avez par exemple sur Paris, on a 70% des quartiers qui utilisent Nextdoor. Sur Lyon, on a 97%. Et sur Bordeaux, 88% des quartiers qui utilisent Nextdoor. Juste pour vous donner Et puis il y a cette question effectivement qu'on avait évoquée ensemble au début, c'est-à-dire comment définir un quartier. Donc ça, vous avez repris le découpage administratif qu'a fait du coup les villes. Je pense à la ville de Paris. Oui, en fait, par exemple. pas exactement. Ouais. Puisqu'effectivement, c'est une très bonne question. Donc nous, en fait, c'est une de nos spécificités, c'est que chaque carte a déjà été mappée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des cartographes professionnels qui étaient sur le terrain et qui ont fait rue par rue, dans tout Paris, plus évidemment d'autres agglomérations, avec en plus l'accès à des bases de données publiques. Ils ont en fait quadrillé, ils ont changé en fait. Notre notion de quartier n'est pas la même que celle utilisée par exemple en France. Et c'est-à-dire que nos quartiers sont beaucoup plus petits. Et ils sont beaucoup plus petits parce qu'il y a une raison d'être. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une culture, une histoire et une identité qui est propre à chacun des quartiers. Il peut y avoir des différences assez importantes. Donc on a vraiment voulu faire en sorte que ça soit un environnement entre guillemets relativement intime dans lequel il y a ces échanges. Et puis c'est vrai qu'à Paris, en l'occurrence, il y a une densité très forte en mètres carrés. Tout à fait. Et c'est un peu différent dans d'autres villes. C'est vrai que donc c'est excellent point, c'est-à-dire que d'un endroit à un autre, la notion de quartier change radicalement. C'est-à-dire qu'on a également, par exemple, des villages qui utilisent Nextdoor et que nous on appelle des villages quartiers, puisque le village, dans son intégralité, représente un quartier. Édouard, le mot de la fin. En termes de R&D, de recherche, on a parlé de la voix tout à l'heure. Est-ce que c'est des réflexions que vous commencez à avoir, la commande vocale et autres ?
C'est exactement le même sujet que vous aviez évoqué avec Régis Schulz il y a un mois. C'est vrai qu'un des points de friction pour faire ses courses, c'est de faire une liste. Du coup, Monoprix a mis en place un service sur Google Home pour faire sa liste de courses. Nous, on va travailler effectivement sur l'intégration de ce type de service et aussi de l'échange, comme quand vous allez chez votre boucher et qui vous pose des questions sur la façon dont vous souhaitez qu'on prépare votre escalope de veau. Potentiellement, on pourra intégrer ça aussi à travers des bots. La découpe du jambon sur Google Voice. Super. Merci beaucoup. Bon courage. Merci à vous. Merci.